Dans cet épisode du balado compte complet. Bon, les Braves d'Atlanta, là, je pense qu'Alex Antopoulos ne sait plus où se lancer, là, avec la perte de Lopez qui s'est ajoutée en fin de semaine. Bon, voltigeur, releveur, lanceur partant. Une chance qu'on a gagné les 2 derniers matchs contre les Mets de New York, Marc, parce que là, le voyant serait rouge foncé autrement. C'est inquiétant. Moi, je vais te dire, Alain, je trouve ça très inquiétant. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet. C'est une grosse semaine, en fait. C'est un gros 48 heures qui nous attend. Nous sommes lundi en avant-midi. Donc, si vous regardez, vous écoutez ce balado, c'est pas impossible qu'il y ait des joueurs qui aient changé d'équipe. Je vous dis seulement qu'il y aura un balado spécial ce mercredi pour faire le bilan et analyse des transactions réalisées dans le baseball majeur. Alain Usereau et Mark Griffin avec vous encore une fois. Marc, il y a quand même des choses qui sont passées. Puis on va regarder un petit peu la philosophie des 5 équipes de l'Est américaine parce que c'est peut-être là que ça a bougé le plus. On va commencer par les Blue Jays de Toronto. Au moment où on se parle, il y a eu 2 départs importants. En fait, 3. On va y aller avec les lanceurs de relève pour commencer. Jimmy Garcia, on le savait qu'il était sur le marché. Nate Pearson, Marc, je pense qu'on a voulu tourner la page sur ce qui était, écoute, le joyau du système de filiale des Blue Jays de Toronto. Oui, écoute, était probablement le prospect des lanceurs numéro 1 il y a à peine 3 ans. Effectivement, on a tourné la page. Il y a des connexions chez les Cubs qui connaissaient bien Nate Pearson. C'était comme un lien naturel pour lui d'aller là. Les Blue Jays qui s'en vont chercher évidemment des joueurs d'avenir à ce niveau-là. C'est quand même pas évident de connaître ce qui est véritablement la philosophie des Jays dans évidemment dans cette période de transaction parce que, Pearson, c'est sûr que la relève a été... Ça n'a pas été une bonne saison pour la relève en général, même si Garcia a démontré des belles choses cette année. Alors, on s'est dit, j'ai l'impression que ça, c'est un aspect qu'on va complètement rebâtir au fil de la prochaine saison. C'est ce qui se passe en relève. Même Chad Green, sa valeur augmente. Je regarde le marché des releveurs, Alain, probablement que Chad Green pourrait aussi partir. Alors, j'ai l'impression que c'est de cet aspect-là qu'on va commencer à travailler davantage du côté des Blue Jays pour préparer la saison 2025. Oui, il faut faire attention, Marc. Oui, la relève a été mauvaise, mais combien d'équipes seraient capables de survivre à tes 2 meilleurs releveurs blessés, 3 pour Garcia quand il l'a été, et un 4e si tu parles de la contre-performance de Tim Mesa cette année, qui a été très bon au cours des dernières années. C'est les 4 gars de confiance que tu avais l'année passée. Puis là, tu les as pas. Je m'excuse, là, mais c'est extrêmement difficile de surmonter des pertes semblables. Oui, absolument. Mais tu sais, Alain, dans le baseball moderne, on ne cherche pas d'excuses. D'autres équipes trouvent le moyen de bouger. On n'a pas bougé, dans le fond. Lorsque Romano était placé sur la liste des joueurs blessés, Swanson qui n'a pas été capable de retrouver son rythme, Chad Green qui revient d'une blessure, tantôt blessé, revient un peu d'inconstance au niveau de la santé. C'est pas de sa faute, mais ça reste ainsi. Je veux dire... C'est sûr que les gars qu'on voulait qu'ils en prennent un peu plus, là, les Zach Pop, même s'il n'a pas commencé l'année, lorsqu'on l'a amené, ça n'a pas été facile. Alors, c'est une saison comme ça, une saison où tu as l'impression qu'il n'y a rien vraiment qui fonctionne comme tu le souhaitais. Ça arrive, je regarde ce qui se passe avec les Braves. Ça va mieux pour les Braves parce qu'on est en position de faire les séries, mais c'est vraiment pas la saison anticipée. Alors, là, c'est pas le temps de sentir que tu es une victime. C'est au contraire, dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer les choses pour la prochaine saison. Je pense pas que c'est terminé pour les Blue Jays. Dans les prochains 48 heures, ça pourrait bouger davantage. Mais quand même surpris. Pas surpris, non, c'est pas le bon terme, là.
Mais de voir Danny Jansen partir, il devenait joueur autonome, donc c'était parmi les joueurs qu'on pensait qu'il allait quitter. Surpris quand même qu'il s'en est dans la même division avec les Red Sox de Boston. J'imagine que c'était les joueurs convoités du côté des Blue Jays, mais Alain, les Blue Jays qui étaient l'équipe avec cette profondeur derrière le marbre, avec Moreno, Jansen et Kirk il y a à peine une couple d'années. Et là, soudainement, on se retrouve seulement avec Kirk. Alors, encore une fois, c'est une position, j'imagine, là où qu'on devra bouger chez les Blue Jays. Il n'y a rien qui empêche que Jansen pourrait revenir comme joueur autonome non plus. C'est clair. Il connaît l'organisation. Puis les joueurs qui vont partir, ce sont des joueurs en fin de contrat. Donc, les Blue Jays veulent être compétitifs l'année prochaine. Moi, c'est ce que je comprends. Puis je pense que c'est ce que la plupart des observateurs aussi comprennent. Le seul, je pense, qui était sur le marché parmi les joueurs qui auraient pu revenir, c'est Bo Bichette. Puis il a été blessé. Donc, si jamais il devait partir, Marc... compte tenu de sa blessure, je ne sais pas quelle serait sa valeur, là, mais bref, on pourra en discuter mercredi, de toute façon, de son dossier. Écoute, on va y aller dans l'ordre de classement. Baltimore, donc, devra se trouver peut-être un petit peu d'aide en relève. Marc, est-ce que c'est de ce côté qu'on va aller chez les Orioles de Baltimore? Parce que, écoute, l'expérience Craig Kimbrell, ça a peut-être pris un peu plus de temps avant que les Orioles comprennent, là. Mais on aurait pu leur dire là, que c'est pas le gars avec lequel vous allez aller loin si vous aspirez à aller jusqu'au bout. Non, ben ça, écoute, c'est effectivement sans surprise. Statistiquement, c'est pas mauvais là, si tu regardes Kimbrell, mais c'est sûr que en général, si on gratte un petit peu plus puis on va un peu plus dans les statistiques avancées, c'est moins bon dans le cas de Kimbrell. On a bougé, on était chercher Dominguez, entre autres choses, évidemment avec les Phillies de Philadelphie. Ça aussi, ça m'a surpris un petit peu. Une transaction deux équipes qui pourraient se retrouver en série mondiale, certes les Phillies et les Orioles. On a bougé néanmoins. Les Phillies qui cherchaient un voltigeur, les Orioles qui cherchaient un releveur. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas terminé pour les Orioles, certainement pour au moins un releveur. J'ai l'impression que ça c'est un aspect qu'on va aller tenter de combler. Alain, c'est trop évident là, présentement. Même si on a des bras de qualité là, en termes de réputation, je pense qu'il faut quand même aller se trouver un autre bras là, en relève chez les Orioles. Marc, la question que je pose, les Orioles sont dans une position où ils veulent aller jusqu'au bout. Là. On n'est pas comme au milieu d'une construction là, où on se prépare pour l'année prochaine. Là. On veut gagner cette année là, chez les Orioles. Exact. Alors ça c'est bon. On le sait. Les équipes le savent aussi, remarque, Alain, pour le prix à payer. Alors ça, c'est à considérer. C'est cher. Oui, ben exact. Écoute, je ne sais pas si le prix a été établi avec Hunter Harvey, là, mais je regarde un petit peu parce qu'on parle de l'Est américaine. Le prix payé pour Jason Adams chez les Rays qui ont c'est pas fait le ménage parce que écoute, Jeffrey Springs revient là, au jeu. L'année prochaine, on s'attend à ce que McClanahan revienne. La même chose avec Drew Rasmussen. On va avoir un... Regarde, tu sais, chez les Rays, on se prépare. Là. On est en train de s'armer pour l'année prochaine. Déjà, j'ai l'impression. Puis je regarde ce qu'on a obtenu pour Jason Adams. Ma foi, c'est ça. Le prix avait été établi avec Hunter Harvey. Ça va coûter cher pour avoir un bras de qualité et un releveur qui va lancer dans les fins de match, dans les moments importants. Les Rays, Alain, ont donné une autre clinique de comment gérer une équipe, selon moi. Là. Je sais que c'est pas populaire d'échanger à Rosarena, qui est un joueur, donc, évidemment, très apprécié des partisans. Mais regarde toute la qualité des joueurs obtenus. Là. Et là, on parle pas là, de joueurs là, qui commencent leur carrière dans le baseball professionnel. Il y a des joueurs qui sont prêts à être dans le baseball majeur. On a regarni un réseau de filiales qui était déjà bien garni. Écoute, il y a juste eux qui agissent de la sorte. Tu sais, ils ont échangé un paquet de joueurs. Ils ont pris la décision qu'eux autres, ils étaient vendeurs, même si ça jouait pour 500. Puis on n'était pas si loin que ça d'une place en série. On a pris la décision. Et là, Alain, écoute, je voudrais que je fasse le calcul là, du nombre de joueurs qu'on a obtenus. Là. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant la qualité des joueurs obtenus pour des joueurs comme Adam, pour des joueurs comme Arozarena. Tu sais, Arozarena a une saison correcte, mais c'est pas un gars qui a un PP à 820, puis c'est pas un gars qui va tout revirer à l'envers. Oui, les Mariners cherchaient ce type de joueur-là, puis j'ai pas de problème. Mais on a obtenu des gars en retour qui sont extrêmement solides et... Tu sais, des fois, ça fait peur d'agir de la sorte. Tu regardes ça aller, tu te dis, mais ma foi, il y a encore les joueurs qui partent à gauche, à droite. Mais ça fonctionne.
Puis je vous dis, là, les Rays, ils vont être dans le coup solide l'année prochaine. Tu as nommé les lanceurs qui vont être de retour. Ceux qui vont bien cette année, évidemment, seront de retour. On va avoir probablement un des meilleurs personnels de partant. Puis combiner un paquet de jeunes joueurs athlétiques derrière, ça va marcher. C'est personne qui ose aller dans cette direction-là dans toutes les autres équipes du baseball, sauf les Rays. Puis les Rays n'ont pas peur de le faire, puis ils le font très bien. Puis ils vont se trouver une coupe de releveurs dans la cour à rebut, Marc, comme ils le font d'habitude, là, puis qu'ils vont échanger éventuellement pour des prospects et ils vont se refaire comme ça. Écoute, c'est une roue qui tourne constamment du côté des Rays de Tampa. Écoute, ils ont fait l'acquisition de Christopher Morel. Est-ce qu'ils vont être capables de soutirer le meilleur de lui? Puis, tu sais, Aaron Civale, l'année passée, ça n'a pas fonctionné avec les Rays. Je te ferai remarquer que ça ne marche pas mieux avec les Brewers de Milwaukee, hein, depuis qu'il est là-bas. Là. Il lance pas très, très bien. Donc, les Rays font leur devoir. Ils vont gagner leur part de match d'ici la fin de la saison, Marc, quand même. Là. Ah, écoute, moi, comme je te dis, c'est pas, tu sais, je trouve que c'est osé dans cette manière de faire-là, mais on fait des années qu'on le fait chez les Rays, ça fait des années que ça fonctionne. Je vois pas pourquoi ça poursuivrait pas ici. On échange un Isaac Paradis qui est au match des étoiles, mais on va chercher non seulement Morel, mais 2 autres joueurs aussi qu'on considère qui sont près du baseball majeur. Donc, comme je te dis, c'est la seule équipe sur les 30 qui agit vraiment de la sorte. On le fait bien. Je suis convaincu que les autres équipes qui donc, peut-être pas, je dirais pas pas le beau courage, mais d'aller dans cette direction-là, ils doivent se dire, mais ma foi, on fera la liste dans notre match le mercredi, parce que c'est pas terminé, mais de tous les joueurs que les Rays sont allés chercher, c'est vraiment impressionnant. Il y a une équipe qui, avec la nouvelle direction, qui veut aller dans ce sens-là. Ce sont les Red Sox de Boston, qui surprennent pas mal de monde cette année. On vient de perdre une série contre les Yankees de New York. Une série qu'on aurait peut-être pu gagner là, si on avait protégé cette avance samedi. Il y a eu un seul match en sens unique, ça a été dimanche et les Yankees ont remporté cette série avec ça. Moi, je prévois pas. Bon, t'es allé chercher Danny Jansen, dernière année de contrat. Je pense pas que ça va coûter si cher que ça pour l'obtenir chez les Red Sox de Boston. Écoute, les attentes n'étaient pas très élevées. Puis en conséquence, moi, je prévois pas. Tu sais, s'il bouge, ça va être une surprise. Mais chez les Red Sox de Boston, on va y aller avec les joueurs qu'on a en place. Là. Regarde, je pense que c'était le plan. Puis on ne déviera pas de ça. Là. Non, on va peut-être aller chercher un peu de profondeur. Je pense pas qu'il va y avoir un joueur d'impact. Mais, tu sais, on commence à stabiliser le tout. Alex Cora a été mis sous contrat. On aime, tu sais, tu regardes le classement là, en ce lundi matin, les Red Sox ne sont qu'à un match des Royals et de cette 3e place, évidemment, les équipes repêchées. Donc, on est dans le coup. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est évidemment, Casas n'est pas là, Trevor Story n'est pas là. Est-ce qu'on peut aller faire un emprunt? Est-ce qu'on peut aller chercher un joueur? Parce que je regarde même la défense, Alain, des Red Sox, c'est toujours ce point d'interrogation-là. Ça pourrait être possible. Donc, sans aller vider sa banque de prospects, est-ce qu'on peut aller chercher un joueur, un peu comme Danny Jansen, qu'on n'a pas nécessairement payé trop cher? Est-ce qu'on peut aller chercher un qui pourrait stabiliser un peu, surtout le côté droit de l'avant-champ? C'est peut-être là qu'on pourrait y aller. Mais sinon, je ne m'attends pas effectivement qu'on ait un joueur d'impact. Ceci étant dit, bonne décision de donner ce contrat à Alex Cora. Ça prend une stabilité dans une organisation. Là, on sait c'est qui le gérant, on sait qui va être à la barre de l'équipe pour les 3 prochaines années. Ça, c'est une bonne chose. Mais ça reste, par contre, Alain, une équipe, on va se dire, c'est quand même un gros marché, Boston. Dans le baseball, on sait que c'est une équipe. On est dans le coup, là. On est à un match d'une place en série. Par les années passées, on se serait attendu à beaucoup d'actions. Mais là, on dirait que la direction nous a habitués à être beaucoup plus passive. Et là, pour l'instant, on ne s'attend pas. À moins d'une surprise, mais moi, je ne m'en attends pas. Un gars comme Mike Canna, dans cette catégorie-là, le joueur idéal, en fait, il n'y avait pas de contrat dans l'entre-saison. Il était dans leur cours en début de carrière. José Iglesias viendrait, je pense, remplir un petit peu le portrait du joueur que les Red Sox aimeraient avoir. Là. Mais Iglesias, présentement, écoute, les Mets ne le laisseront pas aller. Ils sont dans la même situation que les Red Sox. En fait, il y a un parallèle à faire entre les deux organisations. Les Mets sont peut-être mieux placés présentement et eux ont bougé. En fait, ils ont un propriétaire avec les poches très, très profondes. Si on parle des Yankees jouent des poches profondes, mais si on parle
probablement le propriétaire le plus riche actuellement dans le baseball majeur, c'est Cohen avec les Mets de New York. Donc, lui, il pourrait bouger si ça ne coûte pas trop cher. C'est pour ça, tu sais, des gars en fin de contrat comme Mark Canha, c'est peut-être le profil là, qui pourrait... est-ce qu'on pourrait le retourner au deuxième but? Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué là, Marc. Mais j'ai l'impression que c'est un gars qui pourrait peut-être, ou peut-être au premier, puis mettre Robbie Gonzalez au deuxième. Mais bref, il y a peut-être des choses de ce côté. Puis finalement, les Yankees de New York, Marc, écoute, il y a des joueurs qui vont revenir sous peu. En début de semaine, on prévoit Giancarlo Stanton. Si on se fie aux propos d'Aaron Boone, Jason Dominguez moisira pas au niveau 3A. Donc, c'est peut-être à l'interne que ça va se faire. D'autant plus que Jazz Chisholm, si on suit Aaron Boone, va jouer au deuxième but quelques fois, puis c'est peut-être Torres qui va se retrouver au troisième. Ouais, ben écoute, j'ai hâte de voir ça. Moi, tu sais, Chisholm ne peut pas vraiment jouer au troisième, selon moi. Là, remarque, peut-être qu'il peut le faire, mais moi, je le vois plus comme voltigeur avec les Yankees. Ouais. Bon, il a eu son premier match dimanche soir. Ça va peut-être prendre une couple de matchs avant de s'adapter à cette... tu passes des Marlins aux Yankees. Petite période d'adaptation, certes, de ce côté-là. J'ai été un peu surpris, moi, de voir Chisholm, mais je comprends la direction des Yankees. On veut ce genre de caractère-là. On veut ce genre de gars-là qui... je pense qu'on a vraiment compris avec l'arrivée de Juan Soto. Là. Un gars qui peut sourire quand c'est le temps, mais qui peut se fâcher quand c'est le temps, qui monte un peu de caractère. C'est un peu le même style. Là. Je parle pas de résultat, là. Je parle de style de joueur, évidemment, en termes de prestance sur le terrain. Chisholm qui aime ça avoir les réflecteurs aussi sur lui. J'ai l'impression qu'on souhaite chez les Yankees que ça donne une espèce de bougie d'allumage et cette profondeur tant recherchée après Soto et Aaron Judge. Là, tu as parlé du retour de Stanton, ça va faire du bien. Les Yankees, là, tu sais, on traînent encore sur leur excellent début de saison, ce qui est parfait, là. Mais là, ça faudrait démontrer là, au cours là, des prochaines semaines. Là, en fait, on arrive au mois d'août, là, fait qu'il reste 2 mois de la saison, certes, dans les prochaines semaines. Donc, de démontrer cette dominance, de rester près des Orioles de Baltimore. Ils sont en mission là, pour le reste de la saison, là. Oui, écoute, je pense qu'on aimerait peut-être avoir Michael Tonkin, c'est bien beau, là, Jake Cousins aussi, là, mais leur feuille de route laisse croire là, qu'ils lancent peut-être au-dessus de leur tête présentement, qui peut-être quelqu'un qui, je comprends, qui a un peu plus de vécu dans des moments importants. Ça ferait pas de tort pour les Yankees de New York. En tout cas, mais ce sera à suivre. C'est le temps de la question de la semaine. Question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Consultez le www.sylmar.ca. Ben, écoutez, Jazz Chisholm, c'est peut-être une des acquisitions les plus spectaculaires au cours de la fin de semaine. D'après vous, est-ce que c'est la pièce manquante des Yankees compte tenu de la façon dont ça se passe actuellement? Envoyez vos commentaires sur cette question qui paraît sur facebook.com/compte complet balado ou encore vous pouvez aller sur notre site internet comptecomplet.com. C'est le temps aussi de vous souligner notre partenaire principal, Plan de Match. On les remercie évidemment de cette belle entente avec nous. Plan de Match, c'est quoi? C'est la boutique de baseball à Boucherville. Donc, pour tout ce que vous avez besoin d'équipement, il y a cage de frappeur avec machine également. Vous pouvez demander des cours privés avec des instructeurs et entraîneurs, donc il est extrêmement compétent. Donc, venez visiter Plan de Match à Boucherville ou leur boutique en ligne, la boutique plandematch.com. Je vous rappelle aussi notre site Internet, c'est la meilleure manière d'avoir des renseignements sur la façon dont nous regardez ou nous écoutez, donc www.comptecomplet.com. Bon, on va faire le tour un petit peu de la Ligue nationale, Marc. Les Phillies, on se doutait qu'ils étaient pour aller chercher de l'aide. Austin Hayes, c'était pas une très bonne saison, mais il n'y avait plus de place pour lui avec les Orioles de Baltimore, avec tous les prospects là, qu'on avait qui s'en venaient. Si Carl Stowers avec les statistiques au niveau 3A n'a pas de place, regarde, toujours est-il que c'est terminé pour Austin Hayes. C'est un peu dommage pour lui. C'est peut-être le seul commentaire que j'ai. Lui qui a vécu des années de misère des Orioles, voit cette équipe arriver à maturité. Peut-être l'équipe la plus talentueuse dans le baseball majeur, malheureusement, ne sera pas là pour récolter les fruits de ce qui se passe. Mais au moins, Marc, consolation, il s'en va avec une équipe qui n'est pas piquée de verre. Écoute, je vais te dire une chose, il n'est pas dans une mauvaise situation. Je comprends là, ce que tu mentionnes, mais il s'en va avec les Phillies, là, qui aspirent vraiment aux grands honneurs. Donc, c'est... Et lorsque tu connais, évidemment, une saison qui est en deçà des attentes, malgré les succès de l'équipe,
changer d'air, te retrouver ailleurs, des nouveaux coéquipiers, nouvelle philosophie peut-être, ça pourrait relancer un gars comme Austin Hayes. Beaucoup de talent, on le sait, il a déjà démontré ce qu'il est capable de faire dans le baseball majeur. D'ailleurs, David Dombrowski a mentionné, il n'est pas là pour être notre 4e voltigeur. Il va jouer, alors on va donner la chance de jouer. Ouais. On savait que les Phillies allaient bouger pour aller chercher, selon moi, un voltigeur. T'sais, on avait parlé de Jazz Chisholm, on parlait de Luis Robert à certains moments donnés. Là, Arozarena semblait être disponible, les Mariners qui l'ont eu. Alors, on s'est retrouvé vers Austin Hayes. C'est bien correct, je trouve ça bien. On a échangé, évidemment... un releveur que les Orioles avaient besoin. Donc, ça peut être une situation gagnant-gagnant là, du côté de cette transaction-là. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est ça, c'est deux équipes qui pourraient se retrouver une contre l'autre en série mondiale. Ça n'arrive pas nécessairement souvent qu'on voit ça, ce genre d'échange-là. Mais, tu sais, Dominguez n'était pas aussi... Bon, en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est un beau pari pour les deux équipes de voir ces deux gars-là être encore meilleurs que ce qu'ils ont démontré cette année avec leurs nouvelles équipes. Puis, évidemment, ça vient combler des besoins intéressants. Alors, moi, en tout cas, si j'étais Austin Hayes, je serais très heureux de la situation. Ça pourrait vraiment relancer ma carrière et me retrouver avec une équipe comme les Phillies qui a beaucoup de caractère. Je trouve que c'est une situation qui est quand même fort intéressante pour lui, là. Oui, et Carlos Estevez, Marc, je ne sais pas si le nez de Dave Dombrowski lui a allongé parce qu'on a parlé de releveur. Alvarado, qui était le releveur numéro 1. Lorsqu'on a acquis, Austin Hayes, on parlait du départ de Dominguez, et là, Alvarado, il connaît une mauvaise séquence, mais je pense qu'on est correct en relève. Puis, whoops, paf, on s'en va acquérir un releveur numéro 1 des Angels, qui allait bien, Marc, en passant là, ces dernières semaines, là. Estevez, écoute, je pense que c'était un besoin chez les Phillies de ce côté-là. On avait de la profondeur à l'attaque quand même, là. On n'aurait rien fait comme voiture de centre, on aurait pu s'arranger, mais en relève, c'est peut-être l'endroit où... Moi, je pensais peut-être un releveur gaucher, parce que moi, Grégory Soto ne m'inspire pas beaucoup de confiance, en fait. Je n'étais pas sûr qu'il était pour demeurer avec les Phillies. C'est pas compliqué. C'est pas encore terminé. C'est pas dit qu'il ne se passera pas d'autre chose. Surtout si Alvarado recule dans la hiérarchie. Il devient spécialiste gaucher. On verra ce qui va arriver avec Soto. Mais toujours est-il que Estevez vient, écoute, je ne dis pas combler un besoin parce qu'on était quand même bien garni en relève, là. Bon, mais là, les Phillies, avec cette acquisition-là, je pense que les pions sont en place, là. Regarde, on s'en va en deuxième vitesse. Attelez-vous. Puis là, comme 5e partant, le jeune Phillips, qui est venu de nulle part, là, est venu leur donner un simple bon coup de main en fin de semaine. Donc, en tout cas, Dombrowski n'est pas resté des mains croisées. C'est à peu près ça que je veux dire. Non, exact. Puis il nous a habitués à monter un personnel de releveur. On a mis beaucoup d'argent au cours des dernières années. On connaît l'importance. Écoute, les Phillies, qu'est-ce que tu veux? Ils vont loin en série. On sait ce qu'on avait besoin. On va chercher un autre bras de qualité de la sorte. Moi, je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'on va bouger davantage chez les Phillies. On a nos éléments en place maintenant. Et là, Rob Thompson, il faut se dire, là, on n'en parle pas souvent de Rob Thompson, mais un des gérants les plus appréciés du baseball. Il fait un travail remarquable. Alors, les Phillies, là, on part maintenant. Là, même si on n'a pas nécessairement joué du très grand baseball récemment, on joue pour 500, ça va. Mais là, je pense qu'on va, comme tu l'as dit, on va se mettre en deuxième vitesse là, dans le dernier droit. Là. Oui, on n'avait pas toute notre équipe, il faut quand même le mentionner. Il manquait 2-3 gros morceaux. Là. Bon, c'était quand même pas négligeable. Marc, d'abord, les Dodgers de Los Angeles... on s'attend à ce qu'on fasse de quoi de ce côté-là. Il y a des partants qui sont revenus au jeu. Est-ce qu'on va y aller à l'interne ou encore une fois, là, il y avait des grosses rumeurs avec Garrett Crochet et Luis Robert. Là. Pas un, les deux qui s'en viennent. Là, Crochet a eu des commentaires. Je pense pas que ça a influencé qui que ce soit. Lui qui dit, j'aimerais ça avoir un contrat à long terme. Pas bien placé là, pour négocier, je pense, en ce stade-ci de sa carrière. Là. Sauf que il voit très bien qu'il est dans une situation où il peut pas demander quoi que ce soit, mais Crochet lance bien. Il est partant, il y a une demande. Donc, mais chez les Dodgers, je ne sais pas si on est prêt à... Il y a du matériel, on n'a pas un grand réseau de filiales, mais nos principaux prospects, Marc, il n'y a pas de place pour eux à court terme. C'est pas compliqué, là. C'est un peu comme ça que ça marche chez les Dodgers. Donc,
moi, j'ai l'impression que ça pourrait bouger, mais je ne sais pas qui on pourrait acquérir. Oui, c'est effectivement dur de comprendre parce que les choses changent. Regarde Gavin Lux. On se disait, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, par exemple, au deuxième coussin? Lux, c'était difficile. On est allé chercher Bijo parce que Taylor allait moins bien. Bon. Mais là, Gavin Lux se met à frapper. Il se met à jouer comme on a toujours souhaité de voir Gavin Lux. Alors, peut-être que là, on se dit, OK, bien là, on ne se concentre plus sur cette position-là. Là, est-ce qu'on va vers un champ centre? Hartman, bon, qui revient, bang, frappe un coup de circuit. Je ne vous dis pas que c'est la solution, mais alors, tu sais, ça change parfois rapidement. Chose certaine, j'ai l'impression qu'on va aller chercher un lanceur partant, mais je ne suis pas certain, Alain, qu'on va aller tenter le grand coup. Tu sais, Kershaw vient de revenir. Est-ce que éventuellement Max Muncy va revenir, même si on n'a pas une date encore? Je sais pas. Pour l'instant, on me donne l'impression qu'on va être patient avec les éléments en place. Mais tu sais, si on a... Moi, j'ai l'impression, Alain, que c'est que si on va aller chercher un joueur comme Garrett Crochet, on a une idée en tête de sa valeur, mais on ne la dépassera pas. Je sais que les White Sox peuvent être gourmands là, dans la situation dans laquelle ils se retrouvent, mais j'ai l'impression que faut que ça fasse du sens pour l'organisation des Dodgers. Alors, par le passé, on s'est déjà un petit peu garroché, excusez l'expression, là, mais dans une transaction, on s'est dit, bon, on a besoin de ce gars-là, on donne. Pas sûr qu'on est dans cette philosophie-là présentement chez les Dodgers. Oui, mais écoute, Gavin Lux, hier, frappait troisième. Juste te dire ça comme ça, là, puis on ne l'a pas retiré. 3 buts sur balle, 2 coups sûrs. Donc, il a continué son excellent travail. Tu sais, Mookie Betts, Max Muncy, à un moment donné, là, on va revoir notre équipe. Là, alors, c'est pour ça que des fois, je me dis, est-ce que c'est au monticule, certes, là, qui pourrait avoir un besoin, ça, c'est certain. Bon, les Braves d'Atlanta, là, je pense qu'Alex Antopoulos ne sait plus où se lancer, là, avec la perte de Lopez qui s'est ajoutée en fin de semaine. Voltigeur, releveur, lanceur partant. Une chance qu'on a gagné les 2 derniers matchs contre les Mets de New York, Marc, parce que là, le voyant serait rouge foncé autrement. C'est inquiétant. Moi, je vais te dire, Alain, je trouve ça très inquiétant. Même au cours du dernier week-end, là, à un moment donné, les Mets sont passés devant les Braves. Là, ça n'a pas duré longtemps parce que tu l'as dit, on a gagné nos 2 derniers matchs alors que les Mets ont perdu leurs 2 derniers. Mais là, si des gars comme Olsen ne se mettent pas vraiment en marche, là, bien là, ce que je dis en marche, c'est de prendre en main pratiquement l'attaque. Avec des Austin Riley, ça va être difficile. Là, je ne sais pas ce qui va se passer avec Lopez, qui lançait bien là, hier. A dû quitter encore une fois pour des raideurs à l'avant-bras. Ça, c'est jamais très bon. Ça m'inquiète. Je ne sais pas si chez les Braves, on dit, OK, regarde, c'est une année comme ça. Rappelle-toi lorsque on est allé chercher Whit Merrifield, puis dans le premier exercice de Merrifield avec l'équipe, il se blesse, puis là, on se dit, ben, tu sais, Snedker qui dit, écoutez, c'est une année comme ça. Alors, je ne dis pas qu'on a baissé les bras chez les Braves, mais je ne suis pas certain, Alain, qu'on va, encore une fois, vider nos réserves pour aller rehausser ce qui se passe au niveau majeur. J'ai l'impression que là aussi, on va être un petit peu plus passif. Je peux me tromper, là, parce que si Alex Antopoulos devait bouger, il l'aurait déjà fait, Alain. Tu regardes sa feuille de route par le passé, il est souvent le premier directeur général qui bouge, qui va chercher son réel besoin. Il ne l'a pas fait vraiment, alors... peut-être qu'on se dit avec blessure d'Acuna, là, Arbiz qui n'est pas là, on va travailler à l'interne, puis on va essayer de se rendre jusqu'au bout avec ça. Oui. C'est beaucoup de responsabilités sur le jeune Schwellenbach qui vient de consolider sa place dans le personnel des lanceurs partants. Remarque qu'il lance bien au cours de ses derniers départs, là. Mais c'est un gros coup. S'il fallait que Lopez rate le reste de la saison, il ne s'en regarde pas bien. Là. Écoute, je veux qu'on parle de 2 équipes de la centrale rapidement, Max. Milwaukee et Saint-Louis. Milwaukee, on a acquis Aaron Civale, je l'ai mentionné un peu plus tôt, des Rays de Tampa. Ça va pas mieux à Milwaukee que ça allait avec des Rays. Donc, on va probablement chercher un partant qui lance des manches, quelqu'un qui ne coûtera pas trop cher. Bon, sur le marché, qui on peut aller chercher? Est-ce qu'on va aller du côté d'Eric Fedde avec les White Sox de Chicago? Quitte à donner peut-être un jeune. Bon, je ne sais pas où on s'en va à Milwaukee. C'est pas un marché, Marc, on va augmenter la masse salariale de façon importante.
Exact. Alors, moi, je pense pas qu'un Philly va entrer dans le prix à payer là, pour un gars comme ça actuellement. Mais oui, c'est ça le problème. C'est que là, si les Dodgers bougent, ça va être un partant. Si les Braves bougent parce qu'il y a une blessure, ça va être un partant. Là, tu parles des Brewers, c'est un partant. Là, ça commence à faire des partants. Donc, là, c'est sûr que le prix à payer est plus élevé à ce moment-là. Tu sais, Jack Flaherty, il va changer d'équipe. Pas mal certain que Jack Flaherty va quitter les Tigers. Bon. Screwball est encore sur les lèvres. Mais Kim, c'est des gars qui vont coûter cher. Il y a peut-être Flaherty là, qui pourrait être abordable, là, mais bon. Et encore, exact. Alors, c'est là que c'est difficile d'aller, dans quelle direction ces organisations-là vont aller. Mais c'est ça, c'est toujours l'offre et la demande. Et là, on arrive dans le dernier droit, on a cette pression de bouger. C'est pas certain, là. Tu sais, je regarde les Brewers, je regarde leur feuille de route, les tests qu'ils ont fait avec les joueurs qu'ils sont allés chercher. Je pense pas qu'on va y aller avec un gros nom là non plus. Là. Bon, Saint-Louis, si Saint-Louis bouge pas, Marc, moi je serais surpris. Je vais être très, très surpris si les Cards de Saint-Louis ne bougent pas. C'est un marché, je ne peux pas dire de petit marché. Tu sais, on s'approche d'un gros marché. On a déjà beaucoup dépensé chez les Cards de Saint-Louis. Mais moi, je serais très, très étonné qu'on reste les bras croisés chez les Cards de Saint-Louis. En fait, on a pris même une décision de Gallegos qui avait signé un contrat de 2 ans avant que la saison commence. On l'a enlevé de la liste des 40 joueurs. On n'est pas content de son rendement, donc on va passer à d'autres choses. Helsley fait un travail remarquable comme releveur. C'est le meilleur releveur de la Ligue nationale. On a une chance, il y a une ouverture pour les Cards de Saint-Louis présentement. Un peu contre toute attente. On a fini dernier l'année passée, donc il y a une ouverture pour les Cards. Moi, je serais surpris s'il n'y avait pas quelque chose qui se passait. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. On s'est fié sur des vétérans lanceurs partants en début de saison. On n'y croyait pas trop. La plupart n'y croyaient pas, mais force est d'admettre 54-51 au moment où on se parle ce lundi matin. On est à un match de se retrouver là, parmi les équipes repêchées. Remarque que c'est dans la nationale, il y a pas mal d'équipes dans un tas présentement. Mais effectivement, on est dans le coup, Alain. Et tu sais, Goldschmidt ne rajeunit pas, Arenado ne rajeunit pas. C'est maintenant, là. Ça se passe pas mal maintenant là, chez les Cards de Saint-Louis si on veut profiter de ces gars-là. Moi, je pense que là, on pourrait aller chercher un joueur d'un peu plus d'impact. Je sais que ça peut coûter cher, mais je vois plus les Cards payer pour un partant que les Brewers de Milwaukee à ce niveau-là. Et ça pourrait mettre de la pression sur... Imagine-toi si demain matin, ou en fait même aujourd'hui, t'entends qu'un Flaherty, par exemple, est de retour avec les Cards ou qu'on va chercher un Philly, par exemple. Oups! Je sais pas ce que les Brewers réagiraient à ça. Donc, c'est intéressant lorsqu'on parle de 2 équipes de la même division là, qui ont les mêmes besoins. Là. Ça peut créer une espèce de bataille. Là. Oui, écoute, Flaherty, je te dis pas c'est une prédiction, mais si j'avais à parier, je te dirais avec les Dodgers. Moi, c'est personnellement, là, je te dirais, c'est quelqu'un de la place, c'est quelqu'un de la Californie. Si Flaherty a bougé, si tu me donnais, je suis de la torture, je suis pas un parieur, là, mais si tu me tordais un bras, là, je te dirais... Mon petit 2 irait sur les Dodgers. Ben, écoute, une chose est sûre, Alain, il y a le physique pour lancer avec les Dodgers. Les Dodgers ont toujours aimé des grands lanceurs, là, des gars qui lancent. Effectivement, il y aurait un mariage intéressant entre les deux, ça c'est certain. Bon, c'est le temps de la carte de la semaine, Marc, qui est une présentation de card-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Notre dévolu se porte sur Eddie Matthews, membre du Temple de la Renommée. Marc, on a parlé du fait que les 3e buts étaient sous-représentés au Temple de la Renommée. Ben, c'en est un, ça, qui s'est retrouvé là-bas. Bon, avec une feuille de route comme la sienne, plus de 500 circuits, c'était quand même... ça ne prenait pas la tête à Papineau pour inscrire le nom d'Eddie Matthews sur le bulletin de vote. 1974, et notre carte, c'est pas comme joueur, c'est comme gérant avec les Braves d'Atlanta. Carte numéro 634 d'OPG. C'est que les cartes de gérant n'ont pas été légion dans l'histoire de la publication des cartes de baseball. En fait, ils ont disparu depuis un certain nombre d'années. Ils ont fait place à une carte d'équipe avec quelques joueurs au recto, là, puis la liste des cartes de l'équipe. Bon, bref, dans le cas d'Eddie Matthews, malheureusement pour lui, c'est un choix très populaire, mais il a eu beaucoup de problèmes de consommation, Marc, d'alcool au cours de toute sa vie, en fait. Et
c'est le seul représentant et joueur d'histoire des Braves à avoir joué pour les Braves de Boston, de Milwaukee et d'Atlanta, coéquipier de Claude Raymond. Lui, quand il était au troisième but, il fait partie des genres de joueurs. Il était au troisième but, les lanceurs savaient qu'ils pouvaient lancer à l'intérieur puis qu'il n'y aurait pas de problème, que le frappeur n'aurait pas le temps de se rendre au monticule. Donc, Eddie Mathews, c'est un coéquipier qui était très apprécié et il a formé une des paires les plus redoutables de l'histoire du baseball. Si on parle de Babe Ruth et de Lou Gehrig avec raison, Eddie Mathews et Hank Aaron, je te dirais que c'est un duo que tu ne voulais pas affronter quand les deux étaient à leur sommet à la fin des années 50 au début des années 60. Allez, c'est maintenant le moment de notre segment Baseball Québec. Je vous rappelle qu'au cours du dernier week-end, il y a eu les championnats 2A. D'ailleurs, on remercie la région de la Mauricie qui a tenu ces championnats provinciaux. Le 11U était à Louisville, 13U à Pointe-du-Lac, 15U et 16U féminin à Saint-Louis-de-France, le 18U et le 21U féminin à Saint-Étienne-des-Grès. Alors, merci à la région de la Mauricie. Au niveau du 13U, ce sont les représentants de la Rive-Sud qui ont remporté le titre. Il y en a d'autres au cours du prochain week-end, Alain. Des championnats, ce sera le championnat féminin du 1er au 4 août. Ça va se passer dans la région des Laurentides. Et les championnats de catégorie A seront un peu plus tard, là, du 13 au 15 septembre. On a l'occasion d'en discuter davantage. Je vous rappelle que le championnat mondial du baseball féminin se déroule présentement à Thunder Bay, alors que l'équipe, et là je parle du baseball féminin, le championnat du monde féminin, l'équipe canadienne qui a remporté son premier match contre le Mexique. Alors on va suivre ça de près, évidemment, du côté de l'équipe canadienne avec 6 représentantes donc du Québec, plus Patricia Landry comme entraîneur. Je vous rappelle aussi la balle d'or, le fameux moitié-moitié, le 50-50 donc de Baseball Québec. Le 50-50, c'est un naturel, par exemple, au baseball. Alors, allez sur la balledor.com et si vous avez un petit 5 $, là, ça va aider et non seulement la Fédération de baseball du Québec, donc tout le baseball amateur, mais vous pourriez aussi vous retrouver avec un bon montant d'argent en plus de superbes prix, dont des voyages au camp d'entraînement. Alors, allez sur la balledor.com et c'est la meilleure façon donc d'aller, de participer donc à ce 50-50. Bon, Marc, c'est tout chaud, là. Il y a une transaction qui a été réalisée ce lundi matin. Moi, j'ai été surpris un petit peu. Michael Lorenzen, qui part des Rangers du Texas. Il n'y avait pas de si mauvaise saison. Est-ce qu'on le balayage contre les Blue Jays a eu raison de la direction et de la direction dans laquelle on voulait aller? Ça va avec les Royals de Kansas City en raison de Walter Pennington. Ça, Marc, c'est un joueur autonome issu des universités, mais attention, c'est de la QV 2020. On se rappelle que 2020, il y avait eu seulement 5 rondes. Donc, lui s'est retrouvé joueur autonome. Il avait signé avec les Royals, 1 contre 1. Écoute, les joueurs, je ne sais pas quelle sera la réaction des vétérans des Rangers, là, mais est-ce qu'il y a quelques retours aussi qui s'en viennent? En tout cas, il n'en sait pas si mal, Lorenzen. Il faut faire attention parfois, Alain. Est-ce que Lorenzen était un joueur populaire là, chez les Rangers? J'ai l'impression, je ne sais pas, je sais pas s'il se passait de quoi, là, mais est-ce que c'est une transaction qui est pas on n'abandonne pas la saison, là, mais c'est une transaction qu'on voulait peut-être donner un autre départ à Lorenzen ailleurs parce que s'il y avait peut-être un bon mariage. Il y a plein de rumeurs ou discussions qu'on a entendues, là, mais chose certaine, pas une mauvaise chose pour les Royals de Kansas City là, de se retrouver avec un autre lanceur comme Lorenzen, qui est un lanceur polyvalent, faut-il le dire. Donc ça, c'est intéressant. Ça va commencer à bouger, évidemment, Alain, en ce lundi matin. Donc on va avoir peut-être d'autres transactions au cours de ce balado. Mais sinon, je vous rappelle encore une fois que mercredi, nous aurons donc ce balado tout spécial sur les transactions, toutes les transactions qui ont été faites là, d'importance. Bon, une transaction qui a été faite dans l'entre-saison, c'est Dylan Cease qui est passé des White Sox de Chicago aux Padres de San Diego. Présentement, Chris Sale est le favori pour le Cy Young. Mais je regardais les chiffres de Dylan Cease, Marc, sa moyenne de points mérités n'indique pas vraiment la qualité de sa saison. C'est tout à fait remarquable. Bon, il vient de lancer un match en point de coup sûr, c'est pour ça qu'on en parle. Il mène le baseball, la Ligue nationale, c'est-à-dire pour le nombre de retraits sur des prises. Son ratio de coureurs par manche est en bas de 1
Il a le meilleur ratio de buts sur balle accordé de sa carrière. Ça c'est un problème. 2 fois, il a donné de la Ligue américaine pour les buts sur balle. Il ne s'enligne pas là-dessus, mais pas du tout. Marc, si on voulait avoir un as chez les A's, pas chez les A's, mais chez les Padres, on l'a obtenu. Ben non seulement on l'a obtenu, Alain, mais effectivement, comparaison des statistiques avec Chris Sale, je vais dire une chose, ça va être intéressant le vote pour le trophée Cy Young parce que, écoute, s'il continue moindrement de cette façon-là, c'est extraordinaire ce qu'il a accompli. Tu sais, ça, c'est le joueur talentueux qui se retrouve dans un environnement qui est souhaitable pour lui. Puis, comme tu l'as dit, c'est un travail remarquable. Sa précision de ses lancers est davantage bien meilleure que ce que c'était avec les White Sox de Chicago. Et tu sais, Alain, moi, là, un match en point de coup sûr, là, ça me fascine tout le temps, là, que quelqu'un est capable. Tu sais, tu vas affronter... à peu près 28, 29, 30 frappeurs, là, parce qu'il y a des buts sur balle, malheureusement, ou des choses comme ça, mais 30 frappeurs du baseball, imaginez encore une fois la dimension d'un terrain de baseball et le nombre de fois, Alain, qu'on fait un match de baseball puis qu'on voit le frappeur être menotté ou que la balle trouve un espace. Moi, je trouve ça remarquable, de garder son sang-froid. Puis tu sais que lorsque tu joues en défense pour un gars que tu le sens qu'il peut avoir un exploit, là, t'en donnes toujours un petit peu plus. Il y a toujours une petite réserve derrière que tu veux attraper la balle, tu veux attraper le roulant, tu veux faire le jeu qui va permettre à ton lanceur, à ton coéquipier de toujours maintenir donc ce match en point de coup sûr. Donc, moi, ça, tu sais, je sais je dirais pas qu'on le banalise maintenant un peu parce qu'il y en a quand même quelques-uns là, de ces matchs en point de coup sûr, mais pour moi, ça va toujours rester un exploit hors du commun de réaliser un match en point de coup sûr. Juste dire, Marc, on l'a obtenu des White Sox, mais il y a une autre équipe qui l'avait avant les White Sox, ce sont les Cubs de Chicago qui l'avaient. On l'a échangé aux White Sox, probablement en raison de ses problèmes de contrôle. On l'avait obtenu pour José Quintana. Non seulement on avait obtenu Dylan Cease, mais on avait obtenu Eloy Jimenez en plus. Oui. Les Cubs, les Cubs, ça va être une autre discussion qu'on aura, Alain, dans le prochain balado. C'est une équipe qui s'est vraiment positionnée cette année, là, pour 2025, là, avec les transactions qu'ils ont fait. Mais ça, c'est le genre de transactions que tu ne veux pas ramener sur la table. Hein? Mais on était à une époque où on faisait des transactions du genre parce qu'on était dans l'immédiat. Rappelle-toi des années 2015, 2016, 2017, 2018, on a remporté une série mondiale. Donc, tu sais, souvent, on jette les dés en conséquence. Donc, regarde. Mais tu sais, Alain, moi, ce que tu as dit, là, faut faire attention. Et moi, je remonte à Randy Johnson. On pourrait remonter plus loin, là, mais lorsque tu as un lanceur d'une qualité de la sorte, mais qui lance pas de prise, on pourrait y montrer éventuellement, parce que tu as toujours l'impression que ces gars-là s'en vont ailleurs, puis qu'ils trouvent la solution, et que là, deviennent des joueurs étoiles. Alors, Dylan Cease ne fait pas exception là, à ce que Randy Johnson avait fait à l'époque, alors que les Expos ont décidé de l'échanger. Il y avait de la valeur, mais c'est parce qu'il lançait tout croche, puis finalement, lancer tout croche, ça l'a pas mal aidé. Mais toujours est-il qu'Alain, je viens de voir, là, semble-t-il que Kikuchi est sur toutes les lèvres présentement. On parle des Twins, des Padres, des Astros, mais ce qu'on mentionne, c'est que Kikuchi devrait être échangé aujourd'hui. Alors, on a bien hâte de voir ce qui va se passer dans ce dossier-là. Bon, on va élaborer un petit peu sur la situation des White Sox de Chicago, Marc, parce que, écoute, c'est épouvantable ce qui se passe avec cette équipe-là. Il y a 2 ans, on arrivait d'une saison 2020-2021, on a fait des séries, il y avait une ouverture, on avait des joueurs talentueux au sein de cette formation-là. Et 3 ans plus tard, écoute, les A's étaient mauvais l'année passée, les White Sox sont pires cette année. Moi, je disais, en début de semaine, on parlait des Rangers du Texas. Les Rangers se remettent dans la course. On vient de balayer les White Sox. Il y a quelques analystes qui ont dit un instant, là, on va entendre un petit peu, là, balayer les White Sox, c'est pas un exploit en soi cette année. Puis comme de fait, on s'en va à Toronto. Pas parce que Toronto a une grosse saison, mais Toronto les a décivés en fin de semaine. Écoute, je sais que dans ton cas, tu penses dans ta tête probablement que le propriétaire a ce qu'il mérite, là, mais tu sais, ce qui se passe avec cette équipe-là, là, c'est symptomatique de problèmes, en fait, qui datent peut-être de décennies derrière, de mauvaises décisions où, justement, le propriétaire là, c'est souvent mêlé de ce qu'il ne regardait pas.
Ben, Alain, t'as tout dit. Ouais. Je veux dire, le propriétaire se mêle de ce qui se passe. Ouais. Jerry Reinsdorf. Puis ça donne ce que ça donne. Jerry Reinsdorf, on va le nommer. Jerry Reinsdorf. Tu sais, Jerry Reinsdorf a connu une carrière extraordinaire là, avec les Bulls. Je veux dire, Michael Jordan. Bon, il y a eu du succès. Là. Mais là, avec les White Sox, moi, je vais te dire, depuis l'embauche de Tony La Russa, c'était terminé avec les White Sox. Puis rappelle-toi, là, on les mettait tous premiers là, à l'époque, avec, lorsqu'on a embauché Tony La Russa, on s'est dit, regarde, on a l'équipe sur le terrain, on va mettre un gérant qui a beaucoup d'expérience. Et ça n'a vraiment pas fonctionné. Puis là, ça a été la débandade, la chaîne a débarqué. Puis on n'a jamais été capable de remonter ça. Alors, je vais te dire, c'est pas des journées, des années très roses là, avec les White Sox présentement. Puis on n'est pas super bien positionné en termes de filiales, donc le réseau de filiales de l'équipe. Alors, c'est pour ça que si on est capable d'aller échanger, bon, je sais que c'est plate, Garrett Crochet, c'est un jeune joueur. On a échangé Dylan Cease durant l'hiver. Louis Robert va probablement partir. Mais aller chercher va falloir trouver une solution pour se regarnir. En fait, ce que les Rays ont fait actuellement, dans cette période, c'est ce que les White Sox auraient dû faire. Ouais. Tu sais, aller chercher, je regarde la qualité des joueurs d'avenir que les Rays sont allés chercher. C'est ce genre de transaction-là que les White Sox doivent faire pour se redonner un élan, mais on le fait pas parce que peut-être que le propriétaire... En tout cas, je suis convaincu que le propriétaire a encore le nez là-dedans, Alain, puis c'est ça le problème avec cette organisation-là. Puis là, ben, tu te retrouves avec des gens qui... Tu sais, tu ne te trouves pas avec les meilleures personnes pour les décisions baseball. Alors... Moi, j'ai pas de pitié pour les White Sox. Chacun son rôle à jouer dans une organisation. Puis le propriétaire, ben, si tu veux une équipe, c'est correct, mais je veux dire, embauche quelqu'un au niveau baseball qui va te permettre de prendre les bonnes décisions baseball. Écoute, moi quand je pense à Jerry Reinsdorf, je pense à la grève de 94. Là, il était un des tenants de la ligne dure. Là. Mais écoute, pas longtemps après la fin de la grève, il a été donné le contrat le plus lucratif, un des contrats les plus lucratifs de l'histoire à cette époque à Albert Bell. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Marc, là, mais... Tout le monde se grattait la tête. Quoi? C'est toi qui voulais qu'on ait une compensation qui s'est battue, puis tu t'en vas donner ce contrat-là à Albert Bell. C'est pas qu'Albert Bell ne méritait pas, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que les babines suivent les bottines. Ou le contraire, là. Moi, Alain, là, lorsque j'étais joueur, j'ai eu l'immense privilège de signer dans une grande organisation, celle des Dodgers de Los Angeles. J'ai été échangé par la suite aux Expos de Montréal, donc j'ai pu voir la différence. Bon, après ça, j'ai été un employé dans l'organisation des Expos, mais j'ai côtoyé pas mal tout le monde dans le baseball, j'ai voyagé beaucoup. Tout ce où je veux m'en aller avec ça, que ce soit dans le sport ou en affaires, l'expression que j'ai toujours utilisée, ça fait 30 ans, c'est que ça joue comme c'est mené. Oui. Alors, si vous avez une entreprise là, qui n'est pas du tout dans le sport, là, peu importe, vous avez une entreprise X, Y, Z, là, si c'est mené un petit peu tout croche en haut, c'est pas mal de chances que ça va être mené tout croche en bas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça découle tout ça. Si on est sharp en haut, puis si on est discipliné en haut, puis si on fait les choses correctement en haut, c'est sûr que ça va découler. Les White Sox, c'est un très bon exemple. Regardez les équipes qui vont très bien, là. Mais depuis des années là, que ça va bien. C'est parce qu'une stabilité, c'est qu'en haut, on y croit, le propriétaire met un peu d'argent, il laisse ses gars de baseball décider, puis là, ça descend, puis on est en mesure de créer une belle stabilité. C'est la même chose en affaires, c'est la même chose partout. Ça joue comme c'est mené. Je pourrais prendre l'exemple des Expos de Montréal, comme je pourrais prendre l'exemple des Dodgers de Los Angeles. Et moi, à l'époque, c'était la famille O'Malley qui était à la barre des Dodgers. Alors, c'est comme ça, Alain. C'est gérer tout croche en haut. C'est à quelque part, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, faut pas négliger l'influence qu'un propriétaire ou un grand boss peut avoir sur le reste de l'organisation. C'est le reflet de cette personne-là qui va donc être sur toutes les lèvres. Ça n'a pas toujours été parfait chez les Dodgers, Marc. Je veux juste donner l'exemple de la famille McCourt. Ils étaient propriétaires. Là.
Regarde la différence. Tu avais la famille O'Malley qui faisait ça. Écoute, c'était extraordinaire. Puis là, la famille McCourt s'en vient prendre ça. Écoute, il était temps qu'on les sorte de là. Il est en train de détruire toute la réputation que les Dodgers s'étaient donnée depuis qu'on était à Brooklyn. Là. Alors, mais là, on a restabilisé le tout et là, ça redevient. Mais tu regardes les propriétaires, que ce soit les Braves, que ce soit les Cards de Saint-Louis. On peut nommer des franchises, les Phillies de Philadelphie maintenant. Alex nous en parle souvent, la qualité du propriétaire. Regarde, Alex, comment il parle de son propriétaire. Pas parce que, tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il voit, il sent, il crée. Alors, Alex, ben, il se donne à son travail parce que en haut, c'est bien fait. Oui, exactement. Donc, écoutez, je vous rappelle qu'on aura un balado spécial ce mercredi pour faire le bilan et l'analyse des transactions qui vont avoir été effectuées au cours non seulement des 48 heures qui vont suivre d'ici là, mais également tout ce qui a été fait avant, voir un peu les équipes qui en sortent gagnantes, d'autres qui auraient peut-être pu faire autre chose. Bref, soyez là avec nous ce mercredi. C'est le temps de vous présenter l'horaire des matchs à RDS au cours de la prochaine semaine. Les 3 seront présentés à RDS 2. L'horaire qui est présenté par la Boutique des Fans, votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. Je vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. Donc, ce lundi, on reverra les Yankees de New York contre les Phillies de Philadelphie. C'est un match, notez bien l'heure, à 18h30. Mercredi, les Reds de Cincinnati, on les verra. Très spectaculaire, une jeune équipe dynamique contre les Cubs de Chicago. C'est à 19h. Et comme à chaque dimanche, ce sera à 19h. Les Cubs de Chicago à nouveau du Wrigley Field face aux Cards de Saint-Louis. Encore une fois, les 3 matchs présentés à RDS 2, sauf avis contraire, évidemment sujet à changement dépendant des événements qui seront présentés. Bon, mercredi, donc je vous rappelle, ce spécial transaction, nous serons là, Alain Huseron, en compagnie de Mark Griffin. Évidemment, notre balado régulier sera de retour lundi prochain. On vous souhaite un bon 48 heures de baseball. Soyez à l'affût. Nous, on le sera. Et ce sera une bonne semaine de baseball, encore une fois. C'est le 30 juillet, non le 31, la date limite de transaction cette semaine. Voilà. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.